Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. La toute première histoire marseillaise a plus de 2600 ans, rien que ça. Et c'est l'histoire d'un mariage d'une locale et d'un marin grec. Et elle a tout d'une galéjade dont raffolent les Provençaux. Mais elle repose pourtant sur des bases solides, des textes, certes d'auteurs non contemporains aux faits, mais historiens reconnus, des fouilles qui valident les dates. À moins d'être éloigné des affaires de la ville phocéenne, vous le savez déjà, je veux parler du mariage entre Gyptis, fille du roi Ségobrige Nan, et Protis, chef des Grecs, fraîchement débarqué dans la calanque du Lacidon, qui deviendra le célèbre Vieux-Port. Avant d'évoquer l'union du couple fondateur, un rappel sur d'où l'on vient. C'est Antoine de Rufy, dont on parlera souvent sous Histoire de Marseille, historien marseillais du XVIIe siècle, dans son ouvrage de référence, Histoire de Marseille, paru en 1642, qui évoque les travaux de divers auteurs et à travers eux, la polémique sur la date de la fondation. Antoine de Rufy cite Hérodote, Thucyclide, Isocrate, Aristote, Strabon, Tite-Live, Pausanias, Lucain, Plutarque, Justin, Athénée, Solin, Sénèque, etc. Du beau monde et écrivains de l'Antiquité, mais non contemporains de cette fondation. Et forcément, entre erreur des uns, approximation des autres, le doute existe sur la date. Mais Augustin Fabre, dans son ouvrage Histoire de Marseille en 1829, place la naissance de la cité sous le règne de Tarquin l'Ancien, en 600 avant Jésus-Christ. Il a le mérite de trancher en faveur d'une date qui correspond aux fouilles récentes. Le doute sur la date exacte est venu que certains historiens se servent de la date estimée de la première arrivée des Phocéens dans le sud de la Gaule, d'autres sur la fuite des Phocéens de leur ville d'origine prise par les Perses. Les historiens antiques parlent de la date de la 45e Olympiade, 600 ans avant Jésus-Christ, ou de la 61e Olympiade, 60 ans plus tard. L'une a été l'époque de la création de Marseille, colonie grecque, l'autre celle de la dernière migration phocéenne sur nos rivages, fuyant le Perse Harpagus. Retenez que les fondateurs de Massalia sont arrivés vers 600 avant Jésus-Christ, ce qui fait de Marseille une ville de plus de 26 siècles. Phocée, ville grecque située en Asie mineure, vivait de la pêche et de la piraterie. On raconte que Phocée ressemblait beaucoup à Marseille. Oui, enfin ok, c'est plutôt l'inverse. Les Phocéens étaient des marins intrépides et n'avaient pas peur de s'aventurer très loin en Méditerranée. C'est ainsi qu'en longeant les côtes de la future Italie et de la Gaule, ils ont atteint les rives du Lacidon, plus tard de la future Espagne. Justin nous indique que les Phocéens parurent sur le Tibre, sous Tarquin l'Ancien, et firent alliance avec les Romains avant de rejoindre ce recoin de mer où s'élèvera ensuite Marseille. Il raconte que charmé par le lieu, retour au pays, vantant ses mérites, une expédition ayant pour chef Simos et Protis s'embarqua pour fonder Marseille avec l'autorisation du chef des Ségobriges, Nan. Mais plus tard, attaqué par les Perses, le reste des Phocéens gagne la cité de Massalia, non sans avoir jeté à la mer, les yeux baignés des larmes amères de l'exil, une masse de fer rougie au feu, en jurant qu'il ne retournerait à Phocée que lorsque cette masse refroidie reparaîtrait sur l'eau. Le texte le plus complet sur ce mariage fondateur nous vient de Justin, qui lui-même résume les histoires philippiques de Trogue-Pompée. Il raconte que les Phocéens venus de la lointaine Asie abordent à l'embouchure du Tibre, font alliance avec les Romains et se dirigent ensuite entre la Ligurie et la terre sauvage des Gaulois, où ils fondent Marseille. Il décrit bien la situation, d'abord la lutte pour se défendre ou attaquer les peuples dits barbares. Pourtant Protis, il n'a pas trouvé si barbare que ça, la Nine Gyptis. Mais surtout que les premiers Marseillais étaient restreints à un sol étroit et aride, mais bon, de toute façon, les Phocéens étaient marins, pas agriculteurs. Justin nous dit, ils se livraient à la pêche, au commerce, souvent même à la piraterie, qui alors était en honneur. Surtout en arrivant dans les eaux de l'actuel Vieux-Port, le lieu leur a rappelé Phocée, de quoi décider de fonder une nouvelle ville, non sans avoir vanté la beauté de leur retour au pays. Bon, les Grecs ont trouvé sur place des personnes bien établies, les Ségobriges, et hasard du calendrier, ils sont tombés en plein banquet. Un banquet en l'honneur de la fille du roi Nan, la belle Gyptis, et le beau marin grec Protis ne la laissera pas insensible. Permettez-moi à ce stade de reprendre les mots de Médéric Gasquet-Cyrus, dans le documentaire Il était une fois Marseille, mot truculent et bien de chez nous. On dit beau et belle, mais on ne sait pas. Si cela se trouve, elle, c'était une cagole, lui un cake. On ne sait pas. En tout cas, les Phocéens, invités surprise de ce festin, auront une autre surprise, celle de voir Gyptis, conformément à la tradition, choisir son futur époux en présentant à l'un d'eux, Protis donc, la coupe qu'elle aurait dû réserver à quelqu'un de son peuple. Et voilà, la légende est née. Marseille est la ville de l'amour d'une locale et d'un marin grec, d'un étranger. Ville de métissage,
et où c'est la femme qui a choisi. Nan ne put qu'accepter ce mariage et donner pour dot les terres de la rive nord du Lacidon, où s'élèvera Massalia. La réalité est sans doute plus terre à terre. En admettant que Protis et Gyptis ont bien existé, il est plus probable que cette dernière a tout simplement été offerte par son père comme un butin, comme un autre, au cours d'une transaction commerciale. C'est moche. Justin nous apprend les bienfaits de cette union. Les Phocéens adoucirent la barbarie des Gaulois et leur enseignèrent une vie plus douce. Ils leur apprirent à cultiver la terre et à entourer les cités de remparts, à vivre sous l'empire des lois plutôt que sous celui des armes, à tailler la vigne et à planter l'olivier, et tels furent alors les progrès des hommes et des choses, qu'il semblait non que la Grèce eût passé dans la Gaule, mais que la Gaule elle-même se fût transportée dans la Grèce. Mais très vite, le ciel s'assombrit. Après la mort du roi Nan, un Ligurien annonce à Commanus, son fils et son successeur, que Marseille doit un jour renverser ses voisins et qu'il faut l'écraser à sa naissance, de peur que bientôt, plus forte, elle ne le détruise lui-même. Il ajoute encore cette fable. Qu'une chienne pleine supplia un berger de lui prêter une place où elle put mettre bas, que, l'ayant obtenu, elle lui demanda plus tard de les laisser nourrir ses petits, qu'enfin ceux-ci ayant pris des forces, elle s'arrogea avec leur appui la propriété de ce lieu, que de même ces Marseillais se rendraient maîtres un jour de cette terre, qui n'occupait encore qu'à titre de colon. Là, Commanus nous la joue cheval de Troie. Le jour de la fête des Florales, il veut tendre un piège aux Phocéens. Il envoie des hommes pour soi-disant profiter de la fête et de l'hospitalité des Grecs. Mais bien d'autres sont transportés dans des chariots couverts de joncs et de feuillage. Le roi attendant dans les collines que les éclaireurs lui ouvrent les portes pour fondre sur les Phocéens plongés dans le vin et le sommeil. Mais c'est encore l'amour entre une Ségobrige et un marin grec qui sauvera la ville. Touchée de la beauté d'un jeune grec, son amant, elle lui révéla le péril en le pressant de s'y soustraire. Celui-ci court aussitôt avertir les magistrats. Le piège ainsi découvert, on arrête les Liguriens et part dans la ville. On va saisir les autres sous les joncs qui les cachent. Tous sont égorgés et au piège du roi, on oppose d'autres embûches. Il périt avec 7000 des siens. De quoi faire des Marseillais des gens accueillants mais soupçonneux? Marseille a souvent subi les assauts de ses voisins proches ou plus lointains. Ainsi, un peu plus tard, les peuples voisins, sous le commandement de Catumandus, un roi ségobrige, assiégèrent la ville. Mais Catumandus, dans son sommeil, vit une femme d'une figure menaçante qui disait être une déesse. Cela l'épouvanta et lui fit faire la paix avec les Marseillais. Il demanda à entrer dans leur mer pour y adorer leur dieu. Arrivé au temple de Minerve, il aperçut sous le portique la statue de cette divinité qu'il avait vue en songe, et s'écria que c'était là cette déesse qu'il avait épouvantée dans la nuit, celle qui lui avait ordonné de lever le siège. Il félicita les Marseillais de la faveur que leur accordaient les dieux, offrit un collier d'or à Minerve et jura aux habitants une éternelle amitié. Cette paix étant conclue et la sécurité rétablie, les députés de Marseille, à leur retour de Delphes, où ils étaient allés faire une offrande à Apollon, apprirent que Rome était prise et brûlée par les Gaulois. Quand les Marseillais reçurent cette nouvelle, un deuil public régna parmi eux. Ils rassemblèrent l'or et l'argent, tant du trésor que des particuliers, pour compléter la somme exigée par les Gaulois et destinée à acheter la paix. En reconnaissance de ce service, Rome les exempta de tout tribut, leur assigna dans les spectacles une place parmi les sénateurs et conclut avec eux une alliance où elle les traitait comme des égaux. Nous verrons dans de prochains épisodes ce que cette alliance aura comme conséquence. En tout cas, dès la légende de la fondation de Massalia, on reconnaît à cette ville la qualité d'être une terre d'accueil, d'exil et de métissage que possède encore Marseille 26 siècles plus tard. Dans le prochain épisode, on se demandera d'où vient le nom de Massalia. On sait que la ville s'est appelée Massalia durant la période grecque, Massilia sous la domination romaine, et que le nom de Marseille vient du nom provençal de la ville. Mais sait-on pourquoi le premier nom de Massalia? À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com/c/juste une mise au point pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.